Est-ce que le micro marche? Vous m'entendez bien? On va faire un petit essai de voix avec Sylvain Venner, l'un de nos invités historiens. Bonjour. Et grand amateur de bande dessinée, nous allons en parler. Et Étienne Davodo, auteur de livres de bande dessinée. Bonjour Étienne. Bonjour Saint-Malo. Bon. Et il n'a pas de micro, mais il a un feutre à la main, un stylo. Thibaut Soulcier, qui a la lourde charge de rendre cette conférence peut-être un peu moins pénible qu'elle ne le serait sans lui. Merci beaucoup, ça commence très très bien. Bon, Thibaut, on te laisse. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est un sentiment purement personnel. J'ai l'impression que... je ne parlais pas de ce que je viens de dire, mais de ce que je vais dire. Il me semble que la parole des commentateurs politiques a tenu le haut du pavé pendant plusieurs décennies. Puis, on a vu les économistes prendre la relève abondamment. D'ailleurs, juste pour votre information, je le dis de temps en temps, dans les rédactions, je suis journaliste, on a vu comme ça le service politique et social disparaître pour ne devenir qu'un service politique et économique et social prendre le pas sur ce service qui était le service roi dans les rédactions. Donc il y a eu le service économique et social. Et donc les commentateurs économiques abondent, et abondaient peut-être encore plus qu'ils ne le font maintenant, parce qu'ils n'ont pas vu venir la crise de 2008, ils ne savent pas très bien nous expliquer comment on peut en sortir. Et j'ai le sentiment, mais c'est peut-être juste un sentiment personnel, qu'on voit réapparaître, ou qu'on voit désormais de plus en plus les historiens prendre la parole dans les radios, plus que dans les télés, parce que la télé, finalement, tiens, on en parlera peut-être un peu de ce que nous présente la télé en termes d'histoire. Mais en tout cas, dans les radios, dans les journaux, et ainsi, des noms, vous dites peut-être quelque chose, Pascal Horry, Patrick Boucheron, Pierre Nora, Sylvain Venner, sont des gens que l'on voit, que l'on entend désormais de plus en plus. Et nous sommes ici parce que nous allons parler d'histoire, et d'histoire et de bande dessinée. À l'occasion, parce qu'il faut toujours une bonne occasion pour se réunir, et à l'occasion d'une nouvelle collection dirigée par Sylvain Venner, une coédition La Découverte, la revue dessinée, dont le premier volume s'intitule La Ballade nationale, les origines. Nous discuterons d'ailleurs de ce mot, les origines. Sylvain Venner et Étienne Davodo, pour lancer ce qui sera un grand œuvre, puisqu'on annonce une vingtaine de volumes en 5 ans, je crois. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de duos déjà à l'œuvre pour travailler et avancer très vite sur ces récits. En l'occurrence, le suivant est déjà imprimé. Il sera signé de Nicobi, bien connu à Saint-Malo, et de Jean-Louis Bruno, c'est sûr, L'Enquête gauloise de Massilia Jules César. Et suivront ainsi, il y en a une vingtaine de volumes, jusqu'à la France actuelle. Cela donc va nous permettre de parler de bande dessinée, d'histoire en bande dessinée, et peut-être pour lever un peu tout préambule à la chose, est-ce que vous êtes d'accord, Sylvain Venner, sur ce que je viens de dire, sur la présence, le rôle des historiens dans le discours public qui prendrait ou qui aurait une place de plus en plus importante, ou en tout cas visible? Non. C'était donc un sentiment personnel. Non, ce serait flatteur de le croire, mais c'est faux. Je pense que Thibaut, il n'écrirait jamais il est où Sylvain Venner dans une rencontre où on aurait invité Laurent Deutsch. Là, et ça, c'est un problème. Là, les historiens, on les a cantonnés. C'est le même problème que pour l'économique et sociale. Pour comprendre la société dans laquelle on vit, aujourd'hui, en gros, on interroge des économistes ou des sociologues. À la louche, hein, si vous êtes de droite, vous interrogez un économiste, si vous êtes de gauche, vous interrogez un sociologue. Mais les historiens, on les interroge pas tellement, sauf pour une chose,
qui est la question de l'identité nationale telle qu'elle est montée dans le débat public à la fin des années 2000, à l'initiative en particulier de Nicolas Sarkozy. Ça a été à peu près le seul lieu où l'expertise des historiens était demandée. Sauf que à la télévision, c'est une certitude, mais même dans les autres médias, moi j'ai beaucoup entendu Laurent Deutsch, Éric Zemmour, Max Gallo à l'époque, Dimitri Casali, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des historiens. Donc que nous, historiens de métier, on tente une contre-offensive, c'est vrai. Et donc les noms que vous avez cités, c'est vrai, on les entend beaucoup sur France Culture. France Inter également, merci service public. Mais pas tellement ailleurs. Étienne Davodo, deuxième question. Nous allons donc parler histoire et bande dessinée. La bande dessinée est-elle le lieu où l'histoire peut se raconter? Je vous demande ça à vous, Étienne, avant de le demander à Sylvain Venère, mais pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure, en d'autres termes? D'abord, l'histoire de France, elle a déjà pas mal été traitée dans la bande dessinée, dans l'histoire de la bande dessinée. Il y a eu évidemment, on en reparlera sans doute, les livres que les éditions Larousse les livres de bande dessinée que les éditions Larousse ont publiés dans les années 70 sur l'histoire de France en bande dessinée. Là, c'est l'histoire dessinée de la France, c'est une petite nuance. Il y a eu aussi des collections chez des éditeurs qui étaient dédiées à une façon d'utiliser l'histoire de France dans des récits de bande dessinée. Il y avait la collection Vécu chez Glénat. Enfin bref, les livres de bande dessinée qui utilisaient, qui traitaient ou qui avaient comme décor l'histoire de France, ils sont assez nombreux. Les livres qui parlaient d'historiographie, c'est-à-dire les livres qui traitaient de l'histoire, en quelque sorte, sont relativement rares, je crois, en bande dessinée. Et il n'est pas impossible que la Balade nationale soit un des premiers. Mais en tout cas, dans le cadre, dans le contexte que Sylvain vient de définir, la bande dessinée a probablement un peu plus une carte à jouer. Elle a une vraie légitimité, je crois. Et quand les éditions de la Découverte, la revue dessinée m'ont parlé de ce projet, du projet de Sylvain Venère et de cette collection de 20 livres, et notamment de ce premier livre, qui est un peu particulier puisqu'il ne rentre pas dans la chronologie que va produire la suite des 19 autres, j'ai tout de suite vu là un projet intéressant sur le fond, parce que ça nous parle aussi de ce que peut faire la bande dessinée. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, ce que peut faire la bande dessinée. Et c'est une des raisons, il y a eu de nombreuses raisons, mais c'est une des raisons pour lesquelles pour être tout à fait honnête, dans un premier temps, je sortais d'un autre livre d'enquête avec Benoît Colomba. Dont on a parlé ici même. Dont on a parlé ici il y a 2 ans. Et j'avais très envie de revenir à la fiction, à des livres personnels de fiction. Donc, quand mes amis de la revue dessinée qui sont là m'ont proposé de rencontrer un historien, je leur ai dit non, en fait, non, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ils ont insisté un peu parce que ce sont des gens têtus. Donc, je suis allé boire un café avec l'individu en question. Et au bout d'une demi-heure de conversation, je savais que j'allais décaler tous mes projets d'au moins 2 ans parce que je voulais faire ce livre-là. Donc, merci les gars d'avoir insisté. Et parce que ce livre me semble à la fois utile sur ce que j'aime de la bande dessinée et puis dans le contexte politique et social actuel. Je vais poser la même question à Sylvain Venère parce que on m'a dit que vous étiez très amateur de bande dessinée, que vous en lisiez. Est-ce que l'histoire en bande dessinée, et ne parlons pas là de Larousse, il y a une sorte, on verra après si vous vous inscrivez en contre ou pas de ce que représentait cette collection, mais en l'occurrence, est-ce que vous êtes amateur de l'histoire en bande dessinée ? D'accord. On ne peut pas parler et lire en même temps de la bande dessinée, donc on lit la bande dessinée et on reprend. Sur notre gauche. Et on reprend. Et en l'occurrence, ma question était, est-ce que vous êtes amateur d'histoire en bande dessinée? Est-ce que vous êtes amateur des Passagers du vent de François Bourgeon? Est-ce que vous êtes amateur de Tardy? Est-ce que vous êtes amateur de cette manière d'inscrire l'histoire dans la bande dessinée ou la manière dont la bande dessinée se saisit de l'histoire? Évidemment, avec Bourgeon et Tardy, je ne peux répondre que oui. Mais c'est presque des exceptions en réalité, parce que mais alors ça, c'est très personnel. Hein. Beaucoup d'autres historiens ne diraient pas ça. Mais un des problèmes que j'ai avec la bande dessinée historique, c'est le même problème que j'ai avec le roman historique. C'est-à-dire que même ces deux-là, qui sont vraiment tout à fait remarquables de ce point de vue-là, qui font des travaux de documentation importantes pour préparer leurs livres, quand ils nous donnent leur vision de la Première Guerre mondiale ou leur vision de la traite atlantique, on a
un peu de mal à faire le partage entre ce qui vient de leur documentation et ce qui vient de leur imagination. Et c'est grave, docteur ? C'est grave, non. Il faut juste savoir ce qu'on est en train de lire à ce moment-là. Moi, un de mes romans préférés, c'est Les Trois Mousquetaires. Je sais bien que Les Trois Mousquetaires, ça me renseigne sur la France de 1844, au moment où Dumas l'écrit, et pas sur le règne de Louis XIII. Mais il y a toujours cette petite incertitude. Et le projet qu'on présente aujourd'hui me semble original en ce que ça n'est pas de la bande dessinée historique. C'est de l'histoire en bande dessinée. C'est un peu différent. Alors, allons-y. Quel est le propos la réflexion qui a sous-tendu à ce lancement de cette collection ? On viendra après au livre en particulier. Alors, il faudrait demander à nos éditeurs, puisque le projet vient des maisons d'édition de la Découverte et de la Revue Dessinée qui s'associent avec cette idée qu'on peut faire justement de l'histoire en bande dessinée, de la même façon que la Revue Dessinée fait du reportage en bande dessinée. On peut faire ce genre de choses. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes ambitions. Il y a d'une part la volonté de s'adresser à un public que rebuteraient des livres d'histoire traditionnels en utilisant toutes les séductions et tout l'art de la bande dessinée. Ça, c'est une première ambition qui n'est pas du tout négligeable et qui n'est pas du tout méprisable. Et puis, il y en a une autre qui est plus intéressante, qui intéresse Étienne, qui m'intéresse moi, c'est de savoir ce que la bande dessinée peut apporter en propre à la connaissance historique. Évidemment, quand je dis un truc sérieux, si tu balances un dessin rigolo, tu vas me compliquer la vie. Eh bien alors, enchaînons le temps que Sylvain Venner regarde le dessin. Étienne Davodo, vous disiez, une demi-heure m'a suffi pour savoir que j'allais décaler tous mes projets de 2 ans. Qu'est-ce qui vous a convaincu et pourquoi cela vous a convaincu ? À ce fameux rendez-vous quasiment historique désormais, il y avait les gens de la Revue Dessinée, il y avait Hugues Jalon, le patron de la Découverte, et puis il y avait Sylvain Venner. Et donc les choses étaient encore assez embryonnaires, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Ils travaillaient sur le projet déjà depuis 1 an au moins, je crois. Et l'idée de la collection était déjà relativement bien établie, mais l'idée du premier volume, qui serait, je me souviens très bien d'une expression que tu as employée, tu m'as dit, c'est un livre bulldozer, on remet tout à plat. C'est le genre d'image qui est assez parlante, je trouve. Et l'ambition du livre était délibérément politique. Elle était civique même. Il s'agissait de remettre à jour notre rapport à l'histoire de France et la façon dont on est conditionné vis-à-vis des images qui nous ont été imposées pour nous apprendre l'histoire de France. Et tous ces éléments-là, les images, la bande dessinée, évidemment, tu me vois venir, la chose avait une espèce d'évidence comme ça. Et puis, il y avait aussi ce principe, il faut qu'on parle un peu du principe du livre, du principe narratif du livre, puisque c'est une idée de Sylvain. Sylvain m'a proposé de reconvoquer des personnages historiques, Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, le général Dumas, général noir de la Révolution, et l'historien Michelet, qui est son père spirituel en quelque sorte, de les reconvoquer à l'époque contemporaine et de leur faire un tour de France dans un camion, en passant par les hauts lieux de l'histoire de France, et qu'ils allaient discuter de tout ça. C'est une espèce de road movie en bande dessinée, totalement fantaisiste dans sa forme, évidemment. Voir Jules Michelet faire le plein du camion à une station Total de Calais, moi j'adore ça. Dessiner ça, c'est très, très, très amusant. Mais sur le fond, c'était appuyé sur un matériel historiographique et historique extrêmement solide et totalement à jour. Donc l'idée de faire cohabiter un travail de fond très structuré par un historien, évidemment tout seul je serais incapable de le faire cohabiter ça avec une forme fantaisiste, drôle, dynamique, pour un auteur de bande dessinée, c'est un plat de caviar. Enfin, c'est l'hypothèse d'un festin de caviar. Parce que c'est très riche. Il y a des tonnes de choses qui sont possibles. On a passé notre temps à décider de ce qu'on n'allait pas mettre dans le livre, en fait. Le livre, il est déjà bien plein. Mais il y avait tellement de sujets, tellement d'hypothèses, tellement de scènes possibles, tellement de dialogues possibles que c'est un crève-cœur. On pourrait en faire 5 ou 6 comme ça, tu vois. On va revenir à la fois sur les personnages que vous avez convoqués, sur la manière dont vous vous inscrivez. C'est un livre, en fait, qui pose plus de questions qu'il ne rapporte de réponses, Sylvain Venner ?
Oui, je pense qu'un bon historien, ou d'ailleurs de façon générale un bon chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui pose des bonnes questions. Enfin, je crois que c'était Malraux qui disait qu'un intellectuel n'a pas besoin de prendre position dans le débat. Une fois qu'il a expliqué les termes du débat, la position en découle immédiatement. Donc là, Sauf que l'intellectuel, dans le mot intellectuel, il y a le mot engagement. Donc, Mais je pense qu'il y a une forme d'engagement dans ce travail. Enfin, c'est à la fois engagé et dégagé, comme disait Desproges, mais il y a un peu les deux. C'est un travail à la fois détendu, comme on le dit souvent, et en même temps, oui, un peu engagé. En fait, le problème, cette affaire de questions, elle est très simple. Si vous racontez l'histoire de France, enfin, il faut aussi comprendre que la France, ça n'est pas un objet évident pour l'histoire. On peut raconter des histoires de plein d'autres choses que de la France. Et raconter l'histoire de France, c'est une idée qui s'est imposée, disons, entre le XVIe et le XIXe siècle, et qui s'est cristallisée au XIXe siècle avec cette idée, enfin, autour de cette volonté de construire la nation par le simple fait d'en raconter l'histoire. Bon, si vous décidez et le problème se pose de savoir quand on commence. Est-ce qu'on commence au baptême de Clovis? Si vous décidez que la France commence au baptême de Clovis, ça va pas être facile, effectivement. Et donc, il me faut suivre pour relancer l'affaire. Il me faut suivre pour relancer l'affaire. Ouais. Bon, reprenons. Vous nous disiez qu'il n'y avait pas que la France comme objet pour l'histoire, que l'histoire elle-même de France avait eu sa propre histoire. On l'avait fait commencer entre le XVIe et le XIXe siècle. Elle répondait à des raisons politiques. Oui, c'est ça. Et de toute façon, c'est toujours. Il est très difficile de faire en sorte que le début d'un récit ne contienne pas en germe la totalité du récit. Donc, si vous dites que la France, ça commence au baptême de Clovis, vous allez, ce que disait De Gaulle, par exemple, il disait « je commence à compter la France à partir de Clovis parce que c'est le premier roi chrétien et que la France est un grand pays chrétien ». Donc, vous orientez tout votre discours en définissant la France comme un pays chrétien. C'est ce que fait François Fillon quand, dans la campagne présidentielle, il dit que la France commence avec le baptême de Clovis. Mais il y a, et en fait, au fond, quand on est un homme politique, pourquoi pas ? Pourquoi pas défendre telle ou telle théorie ? Si vous décidez que la France commence avec la conquête de César, là aussi, c'est une théorie qui peut se tenir, mais c'est parce que vous allez définir la France comme un foyer de civilisation, héritier de la civilisation romaine, et que d'une certaine façon, toute l'histoire de France par la suite, vous allez la lire à la lumière de cette notion de civilisation. C'est ce qu'on a fait dans les années 20-30, par exemple, quand on insistait beaucoup sur cette conquête de César, parce que ça permettait de présenter de la même façon Abdelkader comme un Vercingétorix arabe et la France outre-mer comme faisant la même chose que ce que Rome avait fait sur le territoire même de la France. Et en fait, c'est-à-dire l'œuvre de civilisation. L'œuvre de civilisation contre la liberté. Ok, on a perdu la liberté, mais on a gagné la civilisation. C'est ça qui est en germe dans la conquête de César. Si vous décidez que ça commence avec la fondation de Marseille, parce que c'est la première ville fondée sur le territoire actuel de la France, vous défendez là aussi une autre idée, cette idée que la France, c'est l'héritière de la civilisation grecque et qu'il y a une sorte de mouvement général des civilisations qui va de l'Inde jusqu'à la France, en gros, en passant par la Grèce, par Rome, enfin l'Égypte, la Palestine, la Grèce, Rome et la France. Et tout ça, ce sont des théories politiques. Donc d'où cette expression de livre bulldozer sur le premier de la collection, c'est on balaye tout ça. On reprend toutes ces histoires-là, on explique un petit peu quelles sont toutes ces théories sur les origines de la France, et on pose en principe que nous, notre collection, précisément, n'a pas d'autre origine qu'un questionnement sur l'origine. Est-ce que c'est pas quand même se défausser politiquement Dégage Nabo. D'accord, ok. Bien. Est-ce que c'est quand même pas se défausser un peu en disant nous, on pose des questions, on n'apporte pas de réponse. Vous avez quand même induit dès l'origine,
Vous voyez, je reprends l'origine ou le début. Attention, pas confondre origine et début. Vous savez, en plus, ils sont difficiles avec les mots. Hein. Vous allez en apprendre beaucoup en lisant cet ouvrage. Vous vous êtes inscrit en prononçant les mots de Zemmour, les mots de Laurent Deutsch, les mots de Max Gallo. Vous êtes quand même, vous positionnez en contre. Il y a un agacement dans votre démarche. Il y a un double agacement. Encore une fois, moi, je n'en veux pas à François Fillon de dire des bêtises sur l'histoire. Hein, ou c'est presque son métier. Mais à d'autres, à gauche aussi. Hein, j'ai des exemples que je ne mentionnerai pas parce que je ne voudrais pas blesser Étienne. Mais... N'oublions pas que c'est la rue quand même qui a. Hein, voilà, c'est de ça dont on parle. Voilà. Hein. Mélenchon, si tu nous entends. Mais ça, c'est pas très grave. Ce qui m'embête beaucoup plus, c'est que quand on voit passer à la télévision quelqu'un qui se positionne comme un historien, aujourd'hui, ce sont donc ces gens-là, Zemmour, Casali, Deutsch, etc., qui ne sont pas des historiens et qui, pour le coup, eux, défendent presque tous le même discours sur l'histoire de France. Alors, donc, effectivement, on est obligé de se positionner en contre, encore une fois, pas tellement par rapport aux hommes politiques qui, après tout, font ce qu'ils ont à faire, que contre une sorte de système qui présente comme historien un discours, pour le coup, assez univoque sur l'histoire de France. Vous avez été interpellé, Étienne, là, on ne voulait pas vous agacer, mais on a bien compris qu'on vous désignait comme représentant ici de la gauche. Je ne sais pas pourquoi. C'est une démarche un peu faux cul de la part de M. Venner, mais l'idée, en tout cas, de notre point de vue, elle est clairement de faire un livre où ces questions-là, elles sont en débat. C'est pas un livre de thèse du tout, on l'a dit au début. L'idée, elle est d'une contre-attaque, certes, parce qu'il y a besoin d'une contre-attaque. Je pense que ce mouvement-là, puis d'autres, hein, on peut penser à l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, à laquelle collabore Sylvain, ce sont, comme on l'a dit au début, des historiens qui tentent de reprendre la parole sur le domaine qui sont quand même les plus aptes à expliquer, à défendre et à raconter. Mais l'idée, elle est vraiment... Et d'Avodo. L'idée, elle est vraiment d'installer un espace de débat et de... Merci Thibault. Et d'Avodo le gaucho, oui. Alors, l'idée. Je ne sais plus ce que je dis. Oh, mais ça va pas être facile. On le redit. On le redit. Nos personnages s'engueulent beaucoup, se chamaillent beaucoup dans ce camion qui sillonne les belles routes de France. Et c'est la fonction première de ce livre, c'est-à-dire de poser les termes d'un débat et du coup de permettre une expression de la démocratie par le débat, par l'engueulade, qui est un sport assez gaulois, paraît-il, par ailleurs. Mais c'est vraiment ça le sujet. C'est même, par exemple, là, c'est un des atouts de la bande dessinée, c'est qu'on n'a même pas besoin de dire ça, on peut juste le montrer en faisant évoluer 5 ou 6 personnages tout au long de 110 planches qui vont, selon les moments, défendre des points de vue différents et montrer, parce que ça, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup, que l'histoire de France, c'est évidemment pas un roman national, mais même ça n'est pas non plus un récit national, ça doit être le lieu d'un débat national. Et un débat qui n'est pas censé, à mon avis, spécialement nous diviser. C'est un débat qui nous rassemble en tant que débat. On vient de parler des personnages. Attardons-nous. Pourquoi ce choix? Alors, il y a là Jules Michelet, Jeanne d'Arc, le général Dumas, Marie Curie, Molière, en principaux personnages, Pétain dans son cercueil, nous allons en discuter, et nous y reviendrons, mais on croise aussi 2 ou 3 personnes différentes, un sans-papier qui est là à la recherche d'un passage pour la Grande-Bretagne, l'Angleterre, et surtout le soldat inconnu, qui nous en dit beaucoup sur ce qu'il représente. Pourquoi avoir choisi ces personnages? Pourquoi Jules Michelet? Étienne a dit, c'est votre grand homme. Ah oui, moi je suis fan, mais je suis bien obligé de reconnaître que pour une grande partie de mes contemporains, le prénom de Michelet, c'est Lycée. Personne ne connaît exactement Jules. Donc il s'agissait aussi de le remettre, parce que dans ce 19e siècle qui invente le récit national tel qu'on l'a propagé ensuite jusqu'à l'histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse et jusqu'à Dimitri Casali aujourd'hui, lui représente une exception.
Parce qu'il est certes pris dans son époque, c'est un patriote libéral du 19e siècle, mais c'est aussi le premier historien qui va aux archives pour écrire l'histoire, avec cette idée qui est au centre de son œuvre, que si on écrit l'histoire à partir des chroniques des anciens, des anciens, de tous les écrivains chroniqueurs depuis le Moyen-Âge et même depuis l'Antiquité, en fait, on fait l'histoire des puissants, puisque ces chroniqueurs ont toujours été soit des puissants eux-mêmes, soit au service des puissants. Et qu'aller aux archives, c'est pour Michelet le moyen d'essayer de retrouver la voix du peuple, la voix de ceux qui n'ont pas laissé de traces, en tout cas pas de traces écrites, soit parce qu'ils ne savaient pas écrire, soit parce qu'ils n'en ont pas eu les moyens. Mélenchon, tu peux revenir. Et la position de Michelet, c'est de faire de l'historien justement quelqu'un qui soit capable de redonner la voix des sans-voix du passé. Mais ça s'inscrit dans un temps, dans un moment, parce que mais non, on est quand même là aussi, juste après Lavis qui lui avait, ou au même moment, mais Lavis lui s'inscrivait dans 1800, après la défaite de la France face à l'Allemagne, et pour qui le récit, le roman national, le récit national, en tout cas l'histoire de France, doit être une histoire qui s'affirme, qui affirme le patriotisme. Ouais, alors... Je dis des bêtises ? Oui. Un peu, hein. Enfin, non. J'assume. C'est-à-dire que oui, Lavis, c'est après les années 1870, c'est vraiment la Troisième République. Ouais. Michelet, c'est les années 1830, c'est le lendemain de la Révolution française, c'est un peu différent. Le projet est un peu différent. C'est-à-dire que Lavis, ce serait une sorte de déviation, disons, du projet de Michelet. Et dans le projet de Michelet, il y a autre chose qui justifie parfaitement qu'on le ressuscite et qu'on lui fasse conduire le camion au moins au début de la bande dessinée. C'est qu'il définissait son projet historique comme la résurrection du passé intégral. Pour lui, ce qu'il devait faire à partir des archives, justement, c'était ressusciter la totalité du passé. Donc il était logique que nous-mêmes, on le ressuscite et qu'on le mette à la tête du camion, au moins au début de la bande dessinée. Comment vous les avez saisis, ces personnages, sous votre crayon, Étienne Davodo ? La question de la représentation de l'histoire passe par la question de la représentation des personnages, évidemment. Donc on a des... Alors, il se trouve que nos personnages viennent d'époques très différentes. Autant de Jules Michelet et de Marie Curie, on a quelques photos, des photos du début de l'âge de la photographie. De Molière, on a des toiles, on a des bustes, enfin, on sait à peu près à quoi ressemblait Molière. Le général Dumas vit malheureusement pour lui dans l'ombre de son fils, qui a connu une gloire beaucoup plus grande que lui en tant qu'écrivain. Donc on a quelques toiles du général Dumas. Nos personnages font d'ailleurs un détour par Bourg-Saint-Maurice. Et il monte dans l'escalier de la mairie de Bourg-Saint-Maurice où se trouve une des rares toiles accessibles au public du général Dumas, qui trouve qu'il ne se ressemble pas. Et puis il y a évidemment Jeanne d'Arc, qui est le personnage sans doute le mieux documenté de tout le Moyen-Âge, mais qui n'a jamais été représenté de son vivant. Et donc, moi, dessinateur du XXIe siècle, je la dessine à partir des éléments qu'on connaît d'elle. Donc on a intégré ça dans une séquence au tout début du livre, au moment où elle monte dans ce camion, elle monte à côté du chauffeur, donc Jules Michelet. Elle baisse le pare-soleil, et dans le miroir de courtoisie, apercevant son image, elle dit « mais je ne ressemble pas du tout à ça ». Ce qui est possible, évidemment. Ce qui est possible, mais ma légitimité d'auteur de bande dessinée du XXIe siècle n'est pas moindre que celle d'un peintre du XVIIe siècle qui n'a pas plus connu Jeanne d'Arc que moi. Donc, l'historien intervient à ce moment-là et nous dit ce qu'on sait de Jeanne d'Arc, du physique de Jeanne d'Arc, puisque la question de la représentation, c'est vraiment un point central. On sait de Jeanne d'Arc qu'elle fait 1m60, on sait qu'elle a les cheveux bruns, on sait qu'elle a cette coupe caractéristique de l'époque, des soldats de l'époque, dite au bol, plus ou moins. Et on sait, parce que quelqu'un l'a vue nue juste avant son exécution, qu'elle a de jolis seins. Ce sont les seules choses, d'un point de vue historique, qu'on sait de Jeanne d'Arc. Évidemment, la notion de joli sein est extrêmement subjective. On est tous d'accord, mais on le sait. C'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un l'a dit, en tout cas. Et donc, notre ami Jules Michelet lui donne ces informations-là. Et Jeanne d'Arc, du coup, a, de mon point de vue, l'autorisation de ressembler à ce à quoi elle ressemble dans mon livre, puisqu'on s'en tient à ce qu'on connaît. Donc, on rigole bien, mais on est sérieux. C'est-à-dire que le processus de travail pour les personnages garde cette espèce de fond sur lequel on n'essaie de pas déroger. On reste vraiment dans les clous de ce que nous propose l'historiographie la plus récente. Mais après, on s'amuse. Sylvain Venner, on avait parlé de Michelet, donc votre grand homme. C'est pas tout à fait innocent si elle est assise juste à côté de Michelet, Jeanne d'Arc, parce que c'est la grande figure de Jules Michelet. Pourquoi avoir choisi ces personnages-là pour faire cette balade nationale, ce Tour de France ? Alors on aurait pu en prendre d'autres, hein, je suis d'accord avec vous, c'est sûr. Ce qu'on voulait, c'était
prendre des personnages qui appartiennent aux époques de l'histoire qu'on peut définir comme l'histoire de France, c'est-à-dire en gros depuis le XVe siècle. Parce qu'avant le XVe siècle... C'est important, il fallait le préciser. On peut d'ailleurs reconnaître que dans cette bande dessinée, si on ne sait pas exactement ce que c'est que des jolis seins au XVe siècle, on sait ce que c'est des jolis seins pour toi. On a tous un point de vue assez clair sur la question. Et on disait quoi ? Nous étions... Pourquoi le choix de ces personnages-là ? J'ai intérêt à suivre. Donc il fallait qu'il soit... Il fallait qu'il... Nous disions donc. Thibaut Soultier sous vos applaudissements. Ouais, voilà. Ouais. Donc on voulait prendre des personnages qui permettent de raconter un petit peu tous les débats sur l'histoire de France. Donc des hommes, des femmes, il y a un savant, une scientifique, un artiste, un militaire. Ils ont appartenu à des périodes qui couvrent du 15e au 20e siècle. Et il y en a qui sont nés sur le territoire métropolitain, d'autres qui sont nés à l'étranger, puisque Marie Curie est née en Pologne et que le général Dumas est né à Saint-Domingue. Et tout ça, ça permet... Aujourd'hui à Haïti. Aujourd'hui à Haïti. Ça nous permettait, on le savait au départ, que ça allait nous permettre, sur la totalité du récit, de faire intervenir pas mal de débats. Ok. Mais non, continuez, on vous en prie. Sur ces débats, sur toutes les questions que vous posez, évidemment, il y a cette question... Oui, j'ai pas fini de répondre à la question. Je vous en prie. Je suis un peu perturbé. Mais, par exemple, on aurait pu imaginer de mettre des personnages comme Vercingétorix ou comme Clovis ou comme Saint-Louis. Par exemple. Donc des personnages plus anciens. Et là, c'est là qu'il faut s'arrêter à la question de savoir, justement, c'est aussi une des questions qu'on peut poser, quand commence la France ? Une des réponses qu'on peut apporter à cette question-là, c'est de dire que l'existence de la France est attestée à partir du moment où on a ressenti précisément le besoin d'en écrire l'histoire. Et ça arrive entre le XVe et le XVIe siècle. Et qu'il est parfaitement illégitime, en réalité, de parler de France pour l'époque de Clovis, l'époque de Vercingétorix, c'est une certitude. Et ça, on le met en scène dans le livre, quand à Gergovie, nos personnages échouent à retrouver Vercingétorix, qui leur pose un lapin, et avec cette idée que pour lui, Vercingétorix, il leur souhaite bonne chance pour leur tour de France, mais que lui, ça ne le concerne pas tellement. Ça pose aussi une autre question, toujours sur la représentation, Étienne Davodo, qui est que Saint-Louis, Vercingétorix, même si Sylvain Venner ne connaît pas, nous, on les connaît. On sait très bien la tête qu'il avait, Vercingétorix. On sait très bien la tête qu'a Saint-Louis sous son chêne. Finalement, vous avez aussi la volonté d'effacer des images qui nous sont communes. C'est grave, ça, non ? D'abord, si tu connais la tête de Vercingétorix... Ah bah oui, là, il est blond, il a un casque avec des ailes, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas de casque avec des ailes, ça c'est... Oui, je sais que vous alliez dire qu'il n'avait pas de casque avec des ailes. Sur les Gaulois, il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs dans le livre de Jean-Louis Bruno. Formidable second volume. Goscinny et Uderzo prennent cher dans ce livre-là. C'est-à-dire que sur les Gaulois, il fait quelques correctifs qui sont vachement intéressants, notamment pour des gens qui lisent de la bande dessinée depuis longtemps. Même si Nicobi arrive au premier rendez-vous avec toute sa collection d'Astérix. Ça constitue pour beaucoup d'entre nous, je pense, ce qu'on sait des Gaulois. Et encore une fois, c'est par l'image. Et l'image de Vercingétorix, par exemple, on la connaît parce qu'il y a ce fameux tableau de Vercingétorix déposant ses armes au pied de César. Il y a une sculpture de Vercingétorix à Alésia, je crois, mais c'est pas plus Vercingétorix que l'actrice du film de Luc Besson et Jeanne d'Arc. C'est une représentation. Et ces images-là, qui sont censées nous montrer des choses, en fait, font écran. Elles ont une fonction qui fait autant écran qu'autre chose. Et l'idée, c'est vraiment de passer derrière l'écran. C'est vraiment l'idée de contourner cette image qui fait obstacle pour aller chercher, pas forcément plus, mais en tout cas ce dont on est sûr, ce dont on sait.
Et la représentation, enfin la bande dessinée permet vraiment ça. Sur la représentation même, elle a des capacités que d'autres arts n'ont pas. Sylvain Venère, évidemment, ce qu'on vient de dire, on peut l'entendre, le comprendre, mais il n'y a pas non plus... Voilà. Et... Il y a des gars quand même... Ça va vite, hein. Il y a des têtes où ça va vite. Mais là, il faut plein d'images référentes pour comprendre cet objet-là. Hein, il faut avoir vu Men in Black. Et donc, on a tous vu Men in Black. Et donc, ça veut dire que Men in Black fait partie de notre culture et donc nous a façonné. Comme l'image de Vercingétorix et comme celle de Saint-Louis. Et en l'occurrence, est-ce que ces images communes que vous voulez peut-être, si ce n'est effacer, du moins remettre en cause, en question, ne sont pas importantes. Quelle que soit l'image, est-ce qu'il n'est pas important que nous partagions des images, Sylvain Venère? En tout cas, c'est ce qu'on a longtemps dit. Donc, cette idée que... Alors, ce que dit Étienne, je peux le redire à ma façon. Parce que souvent Ah oui, traduisez. J'ai pas été clair, peut-être. Je dirais jamais ce genre de choses. Mais non, c'est juste que parce qu'effectivement, on en a beaucoup discuté. Donc, le récit de l'histoire de France, c'est un récit qui procède comme ça par image. Alors, il y a ce problème de la ressemblance. Faire de Vercingétorix un grand blond moustachu, c'est un problème parce que ça impose une représentation du personnage. Mais après, cette représentation du personnage de Vercingétorix, contrairement à ce que dit Thibault, c'est pas qu'il a jamais existé, Vercingétorix. Il est apparu dans l'historiographie au XIXe siècle. On l'avait oublié depuis les commentaires sur la guerre des Gaules de César. Même quand on s'est souvenu de l'existence des Gaulois à partir du XVIe siècle, il n'y avait pas de Vercingétorix. C'est un personnage qui arrive tardivement dans notre historiographie et qui va jouer un rôle immédiatement extrêmement important parce qu'on va, avec ce grand tableau de Lionel Royer de la fin du XIXe, où il jette ses armes aux pieds de César et qu'on va retrouver ensuite jusque dans Astérix, justement. Et ça, c'est une image qu'on a de Vercingétorix, avec celle où il meurt dans sa prison, qu'on a reprise. On a reprise sans montrer son visage, évidemment. Sans montrer son visage, d'où je prends un peu de temps. Jacobi, allez-y, c'est Clovis Saint-Louis. Et alors il y a une théorie civique qui nous vient du XIXe siècle, qui est que, en gros, on va créer du lien social, on va tous se reconnaître comme Français à partir du moment où on connaîtra la totalité de ces images, qui sont en quelque sorte les étapes du grand récit de la construction de la nation, depuis Vercingétorix jusqu'à De Gaulle. Je pense qu'on peut croire ça, et je suis intimement convaincu d'ailleurs que j'ai encore des collègues qui croient ça, pas du point de vue de la connaissance historique, mais du point de vue de la mission citoyenne des historiens. Et en particulier dès lors qu'on s'adresse aux enfants, en disant, ben voilà, les enfants, ils ont 10 ans, donc ils ont d'abord à apprendre ces choses. Vercingétorix qui jette ses armes aux pieds de César, Vercingétorix qui meurt dans sa prison, c'était le discours de la vis dont vous parliez tout à l'heure. Moi, je pense qu'on peut faire un pari différent, parce que ce premier pari-là, il ne mise pas du tout sur l'intelligence des gens. Il ne mise pas du tout sur l'esprit critique. On peut faire un pari différent qui n'est pas celui d'une contre-histoire de France, et on ne fait certainement pas une contre-histoire de France. Une contre-histoire de France, ce serait une histoire qui ne parlerait pas de toutes ces choses-là et qui raconterait autre chose. Nous, on parle de ces choses-là, on reprend toutes ces images, mais on essaye précisément de montrer, et ça, la bande dessinée permet ça mieux qu'aucun autre art, à mon avis, de montrer comment est-ce que ces images, comme dit Étienne, elles font écran entre le passé et nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces images ont été construites dans l'histoire. Ce qu'on leur a fait dire, c'est le sens, par exemple, dans la bande dessinée de la halte à Calais devant la statue de Rodin qui représente les bourgeois de Calais. Et puis, une fois qu'on a montré comment est-ce qu'on a construit le mythe des bourgeois de Calais en 2 temps, au XVe siècle, puis au XIXe siècle, on peut revenir sur ce qu'a été exactement cet épisode au début du XIVe siècle. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on dissolve le lien social en faisant ça. On le recrée autour de quelque chose qui me paraît plus important qu'un catéchisme historique et patriote. On le recrée autour de l'esprit critique.
Alors, on a évoqué les images, on a évoqué la question des origines et de à quel moment on fait débuter l'histoire de France ou pas, d'ailleurs. Ça serait donc plutôt un débat, un récit qui est toujours à faire, toujours à discuter, toujours à remettre en perspective. L'histoire, c'est aussi de la géographie, c'est aussi un territoire. Vous avez, choisi de commencer à l'Île-Dieu, puisqu'il s'agit de ramener Pétain quelque part, puis de passer par la Bretagne, sans doute, là, vous le dites, parce que Michelet avait ce souhait-là, et donc vous avez suivi le souhait de Michelet, mais ensuite Calais, Paris, Reims, Huningue, Solutré, Bourg-Saint-Maurice, Marseille, Carcassonne, Lascaux, Gergovie. Donc c'est quasiment un Tour de France cycliste, sauf que là on le fait en trafic Renault. Tiens, ni la Corse, ni la Guyane où était notre président hier. Et alors les territoires, camarades? Alors, quand on décide de partir comme ça à travers un tour du territoire, en fait, on fait ce que Michelet fait quand il fait son histoire de France. C'est-à-dire très rapidement, il présente un tableau de la France qui est un grand tour qui part de la Bretagne. On fait ce que Lavis a fait dans son histoire de France quand il a confié le premier tome à un géographe qui était Vidal de Lablache pour présenter un tableau de la géographie de la France. Je crois que Thibault s'embête. Merci. Et sauf que ce qu'ils voulaient faire, et Michelet et Vidal de Lablache, c'était expliquer que l'histoire de France procède du territoire. Donc ils présentaient la totalité du territoire. Avec le sentiment que, alors ils le disent de façon un petit peu différente, mais il y a une formule de Michelet qui est connue, qui dit tel le nid, tel l'oiseau, telle la patrie, tel l'homme. C'est-à-dire en gros, au départ, il y a la terre. Alors nous, on ne pense pas ça. On pense pas ça, on pense que justement cette théorie-là, c'est celle qui a conduit directement à la fameuse phrase de Pétain au début de la Seconde Guerre mondiale. Là, la Terre, elle, ne ment pas. Et ce qu'on propose, c'est de reprendre ce grand cheminement à travers le territoire, parce qu'il a une histoire, mais de certainement pas en faire un exposé exhaustif du territoire. Il n'y a pas que la Guyane et la Corse qui sont absentes. Et il y a tout le quart sud-ouest. C'est au nord, enfin au sud d'une ligne qui va en gros de l'Île-Dieu à Carcassonne. Nos personnages ne vont pas. Et ça n'est pas par mépris pour le sud-ouest. Moi, j'en viens. C'est mon nom de famille qui se prononce Venère. Il vient du Périgord. On reprend cet artifice-là, mais pas du tout dans le but qui était le but du 19e siècle. Et au contraire, on a des personnages qui, tout en faisant ce petit tour de France, expliquent que ça n'a pas de sens de commencer un livre d'histoire de France par juste un exposé du territoire, parce que Dumas, lui, il est né à Saint-Domingue, et comme il le dit très bien, comment est-ce qu'on peut dessiner l'histoire de France sans jamais dessiner un palmier ou une orchidée ? Et il dit ceux qui peignent des tableaux de la France devraient sortir de leur cadre. Il dit ça, il est à l'arrière du camion. Devant, il y a Michelet qui conduit, qui fait la gueule à ce moment-là, parce que le premier des tableaux de la France qui a été écrit, c'est celui de Michelet. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on répète à plusieurs reprises. Quand ils arrivent à Marseille et qu'ils sont devant le vieux port, ils regardent au large, ils sont en train de parler du Second Empire colonial, l'empire que la France se constitue à partir de la prise d'Alger de 1830. Et il se demande si ce ne serait pas aussi très intéressant, alors là ça fait écho à ce livre dont vous parliez tout à l'heure, l'histoire mondiale de la France, dirigé par Patrick, auquel j'ai participé, en se demandant si Patrick Boucheron, si ce ne serait pas aussi intéressant de faire une histoire africaine de la France. Et là, on est dans des problématiques qui sont des problématiques extrêmement actuelles, parce qu'il ne faut pas seulement tenir compte de ce qu'on faisait naguère, c'est-à-dire une histoire française de l'Afrique, en gros l'histoire de la colonisation française en Afrique. Il s'agit aussi d'analyser les effets retour en métropole sur la culture française, mais aussi sur la population française. Il faut parler aux gens de notre époque
Et les gens de notre époque, leurs ancêtres, ils n'étaient pas nécessairement comme on le pense à l'époque de Michelet, sur le territoire de la France à l'époque de Jeanne d'Arc. Voire faire une histoire de la France vue par les autres. C'est-à-dire que nous, on a une vision ethnocentrée, territorialement centrée de notre histoire, mais il serait parfois intéressant de voir comment nous avons été vus de l'extérieur tout au long des siècles qui sont passés. Ça serait peut-être assez édifiant, là encore. Oui, mais d'ailleurs, Nicobi et Jean-Louis Bruno en parlent un petit peu dans le tome 2 quand ils racontent comment est-ce que le coq devient le symbole de la France. Hein. C'est en fait, à l'époque d'Henri IV, la façon dont les rois de France s'approprient une critique qui est faite aux Français, qui les représentent comme des coqs, à l'issue d'un grand malentendu qui remonte à l'étymologie latine du mot. Un mot de Lascaux, je suppose que ce n'est pas uniquement parce que vous êtes périgourdin d'origine que vous avez placé Lascaux, c'est aussi parce qu'avant l'histoire, il y a la préhistoire et que si on ne peut pas, comme ça, mettre une balise, il faut bien revenir. Mais moi, au-delà de cet aspect temporel, ce qui m'intéresse, c'est aussi la manière dont vous, Étienne Davodo, vivez les images au plus lointain qu'elles nous sont données, et notamment, vous avez par le passé éprouvé avec quelques camarades le besoin et l'envie d'aller voir dans les grottes comment dessinaient nos grands ancêtres. Ça compte dans votre manière d'aborder aujourd'hui la représentation Oui, le livre dont il est question s'intitule Rupestre, et c'est un livre collectif de 6 auteurs de bande dessinée dont j'ai fait partie. C'était à l'instigation de David Prudhomme, et on avait pendant quelques mois fait le tour des grottes ornées du sud de la France on va encore me traiter, enfin le dessin est tout à fait raccord, pour dialoguer avec nos confrères du néolithique. À toi Thibaut. Et l'idée c'était vraiment d'aller interroger le dessin qui est présent sur ces grottes, qui a parfois 30, 40 000 ans, avec notre pratique du dessin à nous. Et c'était une expérience vraiment intéressante. Enfin, c'est un livre qui est très cher à mon cœur, parce que c'était une belle balade d'abord, une autre balade. Et évidemment que la question de Lascaux, la question du dessin, et la question de l'origine de la France, puisqu'elle elle est incarnée par ce passage à la grotte de Lascaux. Ce qui est important de savoir, c'est que, enfin, ce qui est important pour nous à faire, c'est que Sylvain et moi avons fait ce tour de France. On est passé par tous ces lieux, on a fait des repérages, on est allé sur place. Donc on est allé visiter à nouveau. Vous aimez Lascaux. bien vous balader, vous l'aviez fait avec Colomba également, vous aimez bien vous balader. La bande dessinée n'est pas qu'une activité d'atelier. J'en suis absolument persuadé. Cette bande dessinée-là, en tout cas, même impose de sortir de son atelier, et c'est une de ses vertus, de mon point de vue. Et effectivement, on s'est pas mal baladé, et on est allé donc sur tous les lieux que propose ce livre, et on est allé à Lascaux. C'est Lascaux 4 qui venait d'ouvrir depuis quelques jours, je crois. Et évidemment que dans l'imagerie nationale, Lascaux a une place particulière, même si... Alors là, on s'est un peu amusé avec ça. Bon là, j'avoue que j'ai tendu un gourmand pour me faire battre. Et le bougre s'en est saisi. Oui, donc à Lascaux, on est allé et on a mis en scène une jeune femme qui nous a fait visiter le site, puisque maintenant ce sont des visites organisées, et le bon général Dumas la taquine un peu en lui demandant si les gens qui ont dessiné ces aurochs sont français. Ce qui est évidemment une question absurde, mais elle fait sens parce que précisément la question de l'origine, elle se situe là. Ils sont évidemment pas français, c'est-à-dire que la France n'est même... C'est une question vraiment totalement idiote, mais Lascaux fait partie du patrimoine national. Enfin, il y a une espèce de jeu là-dessus qui est assez intéressant. Et ça fait partie des lieux... Alors moi, j'aurais bien aimé aller voir Chauvet, par exemple, mais bon, Lascaux, c'est déjà pas mal. Mais ça fait partie des lieux que l'imagerie nationale utilise d'une façon qui est sans doute à questionner. Et c'était l'objet de notre passage. Sylvain Venère. Oui, en fait, c'est un vrai problème de savoir comment est-ce qu'on peut unir quelle est la place de la préhistoire dans l'histoire de France, puisque depuis au moins le 19e siècle qu'on décrète que l'histoire de France commence avec les Gaulois, en fait, ça n'a pas plus de sens que de décréter que ça commence avec Chauvet. Hein. Mais simplement, les Gaulois, ils ont une fonction dans notre mythologie nationale. Ils permettent d'expliquer qu'il y a d'emblée, dès l'époque antérieure à la conquête romaine, un caractère français.
Et c'est celui qui fait qu'on va retrouver en disant que les Français, c'est un peuple courageux mais batailleur, désuni, et puis surtout déjà possesseur d'une civilisation. Une civilisation qui n'est pas réductible à la civilisation gréco-latine. Donc ils servent à ça, les Gaulois. Sauf que c'est des Gaulois complètement mythiques, puisque ce sont des Gaulois qu'on affuble de casques qui datent en fait de l'âge du bronze, c'est-à-dire 1000 ans avant la conquête romaine. Donc il y a un lien un peu compliqué à faire entre la préhistoire et la première histoire. Excusez-moi. Et là, vous avez raison, c'est pas très drôle. On continue. Ça, c'est une basse vengeance. Et puis, de fait, il y a aussi tout ce qui se passe à partir du néolithique, c'est-à-dire les premières sédentarisations, les premières clôtures, tout ça, ça donne au territoire un aspect qui va conserver assez longtemps. Les premiers oppidats, enfin, les premières nécropoles, les premières routes. C'est-à-dire, quand César envahit la Gaule, il ne faut pas s'imaginer qu'il commence par envahir la Gaule, puis qu'il installe des voies romaines. Il envahit la Gaule grâce aux voies gauloises qui sont là et que nous, on appelle des voies romaines. Pour des raisons mystérieuses. D'abord parce que c'est lui qui l'a écrit. Parce que c'est lui qui l'a écrit. Parce qu'on n'avait pas de traces. Alors ça aussi, c'était quelque chose qui est intéressant à faire en bande dessinée, c'est que si on a défini au 19e siècle la préhistoire quand on s'est rendu compte qu'il existait une préhistoire. C'est-à-dire en gros entre les années 1830 et les années 1860, c'est le moment où s'invente la préhistoire comme époque. Donc on appelle préhistoire toute l'époque antérieure à l'invention de l'écriture. C'est un pur effet d'autorité. Les gens ne se sont pas dit d'un seul coup, tiens, on invente l'écriture, on passe à l'histoire. C'est le travail des savants. Le travail des savants est différent quand il n'y a pas d'écriture et quand il y a de l'écriture. Il se trouve que les Gaulois refusaient l'écriture, qu'ils connaissaient par ailleurs. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que la France entre dans l'histoire avec la conquête de Jules César, puisque c'est à ce moment-là que le territoire de la France actuelle commence à faire l'objet de relations écrites. Mais vous voyez bien, c'est une construction intellectuelle. Pour les gens de cette époque, le processus a été beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué. Donc nous, c'est de tout ça dont on parle dans ce volume-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça recoupe quelque chose qui intéresse les auteurs de bande dessinée, qui est la question de savoir quelle est la part du dessin et quelle est la part de l'histoire. Puisqu'on pourrait très très bien dire que la préhistoire, c'était le temps du dessin, et que l'histoire, c'est le temps de l'écriture. Et c'est contre cette grande partition que nos personnages réagissent ou plutôt interagissent. Pour revenir à Lascaux, parce que le dessin de Thibaut Soulfier, formidable d'ailleurs dessin, nous invite quand même à la réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu Lascaux 1 qui a été découvert par quelques paysans, là, jeunes enfants avec un chien. Moi aussi, j'ai vécu en Périgord. Et donc, en l'occurrence, après, on a tous visité, enfin tous, nos ancêtres. Lascaux 1 a été classé monument historique par le gouvernement de Pétain. Accessoirement. Accessoirement par Pétain. 2, on a fermé Lascaux 1 parce que le temps qui passait, la laine des gens ne pouvait aller détruire tout cela. On a éprouvé le besoin de faire un Lascaux 2. Ce n'était pas obligatoire de faire un Lascaux 2 puis un Lascaux 3, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de lieux qui nous indique que là, il y a des racines, il y a quelque chose qui nous concerne, comme on a remis, Mitterrand a relancé le site de Bibracte au-dessus d'Autun sur les Gaulois, qui est maintenant un lieu magnifique. Je vous invite à aller le découvrir. Vous devriez aller voir ce qui se passe à Bibracte, c'est l'été prochain, monsieur Davodo. Donc, en l'occurrence, ces lieux-là, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin de ces lieux, de lieux d'image d'ailleurs. Oui, sachant que... Sans parler du drapeau. Encore une fois, c'est des lieux qui n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire qu'on reconnaît depuis l'existence de la préhistoire, d'une humanité préhistorique, cette idée qu'en fait, ça renseigne sur le passé le plus ancien de l'humanité. Alors que quand on commence à arriver
à l'époque néolithique et puis plus encore à l'époque de la Gaule pré-romaine, le discours n'est pas le même. On a l'impression que ça ne renseigne pas sur une humanité ancienne. On a l'impression que ça renseigne sur la France, hein, sur le passé de la France. Et c'est alors que c'est un processus assez lent. Nous, on en parle aussi dans le livre à propos des alignements de Karnak et de ce que peuvent représenter les mégalithes qui n'ont rien de gaulois. Nicobi et Jean-Louis Bruno le redisent dans leur volume, mais qui sont d'ailleurs extrêmement mystérieux parce que ces pierres levées, ce qu'on s'est mis à appeler à la fin du XVIIIe siècle des dolmens et des menhirs, en leur confiant d'ailleurs à ce moment-là une fonction qu'ils n'avaient pas sans doute il y a 5 ou 6 000 ans, on ne sait toujours pas exactement ce à quoi ça servait. Si ce n'est carte d'identité, si ce n'est qu'on sait, je vais peut-être encore dire des bêtises, on sait que tout ça est arrivé à une sorte de finitude du monde à une époque, c'est-à-dire que quand les grandes migrations arrivaient et butaient sur la fin de la Terre. Mais ça, par exemple, c'est intéressant parce que ça montre bien ce que peut être un livre bulldozer comme ça et la nécessité qu'il y avait à ne pas commencer en disant on va commencer aux Gaulois ou on va commencer à la préhistoire. Il vaut mieux commencer par des interrogations. Parce que ça, c'est une théorie sur les menhirs et les alignements de Karnak. En gros, cette idée que depuis la sédentarisation néolithique au Proche-Orient, par 2 grands courants de migration au centre de l'Europe et au sud de l'Europe, les gens ont fini, l'humanité s'est progressivement sédentarisée à travers toute l'Europe en partant du Proche-Orient, puisqu'il y avait ces surplus de nourriture qui ont créé une augmentation de la population. À ce moment-là, les terres du Proche-Orient ne peuvent plus nourrir suffisamment la population. Les gens sont obligés de partir et ils partent comme ça progressivement. C'est une affaire de centaines et de milliers d'années. Et effectivement, nous, on peut se dire, du point de vue de ce qu'est la France, de ce qu'est le territoire de la France, c'est-à-dire l'extrémité de l'Asie, à un moment donné, il n'y a plus rien, il y a l'eau, et donc ils ne peuvent plus aller plus loin. Et donc à ce moment-là, ils sont obligés de se partager un territoire qui ne peut plus se distendre indéfiniment. Et donc, du coup, se mettent en place des sociétés extrêmement hiérarchisées et l'apparition de la guerre au sens moderne. Les pierres levées, elles seraient le résultat de cette histoire-là, dit-on, parce qu'elles témoigneraient de hiérarchie sociale. Quand vous avez ce qu'on appelait naguère des dolmens, et qui peuvent être des tombes, et parfois des tombes individuelles, il faut imaginer que tout le monde n'avait pas les tombes individuelles comme ça. Donc c'était les tombes des chefs. Donc si c'était les tombes des chefs, c'est qu'il y avait des chefs. S'il y avait des chefs, c'est qu'il y avait des sociétés hiérarchisées. Et vous pouvez remonter tout ce raisonnement en disant s'il y avait des sociétés hiérarchisées, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'espace et de territoire pour les grandes sociétés nomades ou alors le grand mouvement d'installation du néolithique. C'est improuvable. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que cette théorie-là, elle a été très en vogue chez les archéologues des années 1970 et qu'elle reposait aussi fondamentalement sur l'idéologie des années 1970 avec cette idée qu'on était beaucoup plus libre que les sociétés nomades étaient beaucoup plus libres que les sociétés sédentaires parce qu'elles pouvaient jouir sans entrave, quoi, en gros, pour le dire sommairement. En fait, les archéologues d'aujourd'hui s'aperçoivent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que des pierres levées, d'abord, il n'y en a pas du tout seulement dans l'Ouest, que vous en avez à peu près dans toute l'Europe, donc c'est un thème un petit peu plus compliqué. Et puis, les fouilles montrent qu'elles ne servaient pas nécessairement à la même chose. Et que vous avez, selon les moments, ces fameux dolmens, qui pouvaient être des tombes individuelles, mais qui pouvaient aussi être des tombes collectives. Donc, ça pouvait très très bien montrer que vous aviez des hiérarchies très fortes, mais que vous pouviez aussi avoir une communauté qui s'était soudée autour d'un travail commun. Étienne Davodo, vous avez donc fait ce tour de France tous les deux. On sent du plaisir à dessiner cette France-là. Alors je ne sais pas si la Terre, elle, ne ment pas, mais vous avez un vrai bonheur à mettre en image ces territoires, comme on dit maintenant, c'est-à-dire les champs de blé, les montagnes. Il y a là aussi une manière de vous approprier le territoire national ? C'est le cadre du livre, c'est le cadre du récit. Donc évidemment,
la variété des paysages traversés contribue au plaisir du dessin, c'est indéniable. Maintenant, c'est aussi beau. Alors, c'est vrai que c'était un livre très instructif et très intéressant et très agréable à faire, ça je l'avoue. Merci de le dire pour nous. À lire, je ne sais pas, vous nous direz. Mais en tout cas, à faire, c'était chouette. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que on n'est pas parti sur un livre totalement écrit à l'avance. On a beaucoup écrit sur place. C'est-à-dire nos repérages nourrissaient beaucoup, évidemment, mes sources iconographiques pour pouvoir dessiner ce que j'allais dessiner, mais on a aussi fait en sorte de garder ouverts des espaces possibles pour pouvoir intégrer dans le livre des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Par exemple, puisqu'on parlait de Lascaux, à Lascaux, nous on est allé visiter Lascaux 4 et on a, comme n'importe quel visiteur, on a pris des tickets et on a appris qu'on était inscrit à la visite de 15h17. Pardon ? 15h18, précision historique. Et du coup, cette attente forcée dans le hall de Lascaux nous a permis de parler d'un sujet qui va pas de soi. C'est-à-dire que du point de vue de Jeanne d'Arc, 15h18, c'est juste une notion totalement absurde. Ça n'a pas de sens. À l'époque de Jeanne d'Arc, c'était le matin, c'était le soir, c'était éventuellement avant ou après l'Angélus. Mais elle est très très étonnée de savoir que les gens du XXIe siècle vivent à la minute près. Et c'est un peu sidérant. De la même façon, quand on arrive sur le vieux port de Marseille, il fait beau, c'est magnifique, l'eau est bleue, mais Jeanne d'Arc et Molière sont atterrés à l'idée que des humains puissent se baigner dans la mer. C'est une notion complètement inconcevable pour eux. C'est un truc qui fait peur, qui n'a pas de sens. Et ces choses-là sont des choses qu'on ne prévoit pas forcément de mettre dans le livre. Mais quand on est sur place, on a beaucoup écrit sur place. On a écrit en marchant sur les lieux. On savait ce qu'on allait chercher. On avait des thèmes et des lieux précis qu'on allait devoir traiter et que j'allais devoir dessiner. Mais il y avait toujours cet espace-là pour l'imprévu, pour les choses qui allaient arriver, mais qui étaient quand même dans le cadre du livre. Ce qui fait que c'est un livre qui a évolué en permanence. Et ça contribue évidemment beaucoup à l'intérêt et au plaisir de le faire, puisque ça nous a quand même pris 2 ans, cette histoire-là. Cette notion du temps qui est variable selon les époques, on la retrouve aussi dans le fait que vous embarquez tout le monde dans le trafic Renault et on y va à la vitesse d'un véhicule aujourd'hui au XXIe siècle. Molière devait être bien étonné, lui qui mettait parfois 2 jours pour aller d'une petite ville à une autre petite ville, pas si loin que ça, pour faire ses représentations. C'est autant de questions que vous posez, c'est-à-dire que vous dites l'histoire, nous avons, peut-être pas vous tous, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus cultivés que moi, mais moi qui suis passé par le lycée, l'histoire, c'est une histoire qui est celle des événements, des faits. Au mieux, on peut parler de l'histoire du peuple, au pire, on ne reste qu'aux batailles, qu'aux grandes dates et qu'aux grands personnages, mais finalement, on n'est pas encore beaucoup engagé pour le grand public dans une histoire qui relativise tout, qui relativise les couleurs, les odeurs, le temps, qui nous disent finalement l'histoire nous ferait prendre conscience que nous sommes le produit d'une multitude de paramètres différents selon les époques. C'est au signe de vos volontés, Sylvain Venère ? Oui. Je me méfierais de la formule qui dirait que l'histoire relativise tout. On peut produire des connaissances historiques positives. Tout ne se vaut pas, ni en politique, ni en matière de connaissances. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, l'entrée France pour faire l'histoire, c'est une entrée parmi d'autres. C'est une entrée contestable. C'est une entrée qui a longtemps été une entrée fondamentalement politique. Et nous, ce qu'on peut faire aussi, tout en faisant une histoire de France, c'est d'essayer de montrer qu'il y a on peut faire l'histoire d'objets qui sont peut-être même plus intéressants que l'histoire de France à partir de l'histoire de France. Typiquement, ce qu'on disait là, c'est-à-dire l'histoire de la sensibilité au paysage, ce que rappellent nos personnages quand ils arrivent dans les Alpes, que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la haute montagne, c'était un espace répulsif. À partir du moment où la théologie naturelle expliquait que le monde avait été créé par Dieu pour que l'homme y soit bien. Donc s'il y a des lieux dans le monde où l'homme est mal, comme la haute montagne ou les déserts, c'est sans doute que Dieu l'a voulu ainsi, on n'a pas tellement à y aller. Ce sont probablement des lieux maudits. Et c'est à partir de la fin du XVIIIe que les choses changent. Je m'arrête un peu. C'est très bon. Et
Donc tout ne se vaut pas, mais nous avons des territoires qui sont là pour le coup, qui avaient été vécus de manière différente selon les époques. Et ils reprennent cette idée-là qu'à un moment donné, l'esthétique du sublime, ce qu'on va bientôt appeler l'alpinisme, ça change l'appréhension qu'on peut avoir de la haute montagne, de la même façon que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on se met à se plonger dans la mer pour se guérir. Autrefois, on le faisait, mais uniquement pour guérir les fous. Et là, c'est pour guérir toute une série de maladies et que ça va lancer la mode des bains de mer, des stations balnéaires, plutôt d'ailleurs dans le nord de la France que dans le sud. Vous laissez pas distraire, mais ne vous laissez pas distraire. Très bon, ça, l'appel a été entendu. Il ne s'arrête jamais. Jamais. Bon, le temps que du papier peut-être arrive pour Thibaut Soulcier, je me permets de savoir si vous aviez, vous, dans la salle, une question ou des questions. Je viens, j'arrive. Moi, j'ai une question sur une histoire, sur une partie de l'histoire. D'abord, je vais me présenter, Florence de Radio Libertaire, une radio qui se passionne pour l'histoire, qui invite beaucoup d'historiens, qui se passionne aussi pour la BD, qui a fait récemment une émission avec David Servenet dans Pas de quartier. Et moi, si j'ai découvert Davodo, là, je vais vite pour ça, et la revue dessinée, c'est parce que je garde un bébé en tant que jeune grand-mère. Et voilà, c'est ça à quoi ça sert d'être grand-mère aussi, découvrir la bande dessinée actuelle. Je me passionne pour la commune et c'est une période de l'histoire qui est vraiment très instrumentalisée par les politiques. Exemple, la BD de Nathalie Lemel, que j'ai lue et qui a une vision marxiste. Varlin et Nathalie Lemel, c'est vraiment des personnages qui sont complètement instrumentalisés par quand on lit, c'est très différent par les marxistes, par les anards, par les socialistes, par les anticommunards. Comment vous vous en sortez avec ça ? Alors, donc, on va faire de publicité mensongère. Dans ce livre, il n'est pas question de la Commune de Paris. Hein. Donc, mais comment on s'en sort avec ça ? Il faut partir toujours de la même façon. Il faut partir du discours qu'on a tenu sur la Commune de Paris. Pour la Commune de Paris, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'événement se produit en 1871. La pensée de Marx arrive en France dans les années 1880 et elle va très très vite, jusque dans les bonnes années 1970, hein, elle va très très vite imposer une lecture de la Commune de Paris comme étant la première des révolutions prolétariennes du XXe siècle. Et c'est le travail des historiens, et en particulier d'un historien qui s'appelait Jacques Rougerie, qui est maintenant retraité de longue date, qui avait montré que non, la Commune de Paris, il suffit de regarder très précisément les gens qui ont participé à cette Commune de Paris, indépendamment de leurs revendications politiques, pour s'apercevoir que ça n'avait rien du tout d'une révolution prolétarienne. C'était une révolution qui avait été faite pour l'essentiel par des petits artisans et des intellectuels marginalisés. Que c'était une révolution qui se réclamait en réalité de 1789 et de 1792 peut-être davantage que de 1793, et que c'est par une sorte de coup de force idéologique qu'on en avait fait un exemple de lutte des classes, que c'était par ailleurs une révolution qui était le produit des circonstances. Hein. Paris était à cette époque en état de siège, entouré par les armées allemandes, et que du même coup, il y avait chez les communards, et c'est ce qui explique d'ailleurs le parcours de beaucoup d'entre eux jusqu'en 1914, un très très fort patriotisme. Donc, si on veut raconter l'histoire de la Commune de Paris, à la limite, il faudrait partir des grandes cérémonies communistes au Père-Lachaise, au pied du mur des Fédérés dans les années 1970, pour montrer comment est-ce que s'était imposée cette lecture de la Commune de Paris, et comment est-ce qu'ensuite, en remontant le cours du temps, on peut s'apercevoir que les choses étaient quand même, comme le disent les historiens, même si ça ne leur fait pas beaucoup d'amis en général, beaucoup plus compliquées. Oui, bonjour.
Donc moi je trouve en fait votre travail très novateur, puisque ça, si j'ai bien compris, ça consiste en une sorte de déconstruction de l'histoire de France par l'image. Et c'est une déconstruction pour en fait mieux la reconstruire par le débat dans la société civile. Et je me demandais si cette déconstruction serait votre fil directeur pour les 19 autres ouvrages par la suite. Alors oui. Oui, très, très clairement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que le problème qu'on a, et ce qui est l'intérêt de ce travail dans cette collection, c'est que les historiens, c'est leur méthode, la déconstruction, un petit peu comme je viens de vous expliquer à propos de la Commune de Paris. Il faut partir. C'est cette phrase de Daniel Pénac qui dit ça à propos des enseignants. Il dit un gosse, il faut lui faire recracher ses couleurs avant de repeindre par-dessus. Donc il faut d'abord savoir ce qu'on a dans la tête avant de pouvoir expliquer véritablement les connaissances qu'on peut avoir. Bonjour. Bienvenue. Les parents de Thibaut Soussier. Au revoir. Ah. Ah. C'est un signe. Nous arrivons. Au revoir. Ah mais là. Oh oui. Ça s'arrête au milieu. Oh c'est fort. Bon, très bien. Donc oui. Vous avez mis des moyens dans cette conférence. Oh, hein. ça, c'est... Pas d'être venu. Donc voilà, aller-retour. Donc il faut faire d'abord recracher aux enfants leurs couleurs avant de peindre par-dessus. Il y en a un qui suit. Donc ce sera le fil rouge de la collection, oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on part toujours la collection va toujours mélanger l'histoire et l'historiographie, à tel point d'ailleurs que dans Nico et Jean-Louis Bruno se sont mis en scène eux-mêmes aux côtés de Jules César, de Poséidonios, du Devin Diviciac, de Cicéron, etc. Et que dans les tomes qui sont prévus, là on est en train de travailler sur le tome 4 qui concerne... Si vous n'avez jamais vu un historien en toge, hautement conseillé. Le tome 4 sur les temps barbares, ce sera pareil. En fait, on va avoir à la fois des gens qui, du 5e, 6e, 7e siècle, mais aussi des historiens qui, par la suite, ont produit le discours dont on est encore prisonnier en réalité sur les temps barbares. Et on fait discuter tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les historiens qui pratiquent beaucoup cette déconstruction ont souvent un peu de mal, après, à refaire un récit. Il y a une sorte de petite méfiance vis-à-vis du récit, parce qu'on se dit, si on fait un récit, on va précisément se retrouver dans les mêmes problèmes que les historiens du passé, à imposer en quelque sorte une vision qui va être une vision extrêmement datée de l'histoire. Une bonne façon de s'en sortir, c'est donc de mélanger l'histoire et l'historiographie. Et ce que permet la bande dessinée, la narration en bande dessinée, c'est ce qu'on a fait avec Étienne, c'est-à-dire d'inventer un troisième récit, en quelque sorte, qui n'est pas le récit des événements passés, qui n'est pas le récit de la façon dont les historiens ont produit de la connaissance, mais qui est autre chose. Donc là, un récit parfaitement fantaisiste, dans lequel on va pouvoir nouer les deux récits qui sont ceux de l'histoire et ceux de l'historiographie. Dit comme ça a l'air chiant, j'en ai bien conscience, mais ça permet justement de faire quelque chose d'assez efficace et d'assez amusant. Étienne. Ce qui est assez intéressant pour avoir vu certains autres livres démarrer, et notamment celui de Nicobi et de Jean-Louis Bruno, c'est que du coup, c'est un duo qui se forme entre un historien et un auteur de bande dessinée qui a évidemment la fonction de dessiner, mais pas seulement. Il faut que tous les deux
scénarisent un récit, mettent en scène une intrigue, ou en tout cas quelque chose qui soit de l'ordre narratif. Et il y a toujours ce petit moment de flottement où l'historien doit effectivement se saisir du narratif, qui est du domaine de l'auteur de bande dessinée. Mais là, moi je trouve que c'est un des grands avantages et un des grands intérêts de cette collection, c'est que le récit doit être reproduit par tous les deux. Dit autrement, ça n'est pas seulement l'historien qui amène le matériel scientifique et l'auteur de bande dessinée qui amène sa science du récit. C'est un point de rencontre, et parfois d'ailleurs un point de débat encore, entre deux personnes qui doivent collaborer pour créer quelque chose qui soit un peu neuf. Alors moi j'ai eu de la chance, je travaille avec un historien qui est déjà un peu versé dans la bande dessinée. Sylvain a déjà écrit de la bande dessinée, il a déjà écrit sur la bande dessinée. Mais on voit arriver des historiens qui sont parfois un peu effrayés par cet étrange objet qu'est la bande dessinée, mais qui sont en même temps intéressés, qui sont presque même avides de ça. Et ça parle aussi beaucoup de la façon dont la perception de la bande dessinée change. Les générations d'historiens qui sont maintenant au travail sont des gens qui ont de la bande dessinée une approche assez détendue, assez curieuse. Et probablement que ce n'était pas le cas dans les générations précédentes. La bande dessinée, elle a longtemps été considérée de façon un peu méprisante, infantile, notamment par les instances intellectuelles et les gens qui font des recherches et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui permet cette rencontre et qui va sans doute permettre à ces 20 livres-là d'avoir une tonalité nouvelle, je crois. On verra, tout n'est pas fait, mais je crois beaucoup à ça, moi. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur a un micro. Y a-t-il d'autres questions après pour qu'on puisse voir? D'accord, ça reste là. Bonjour à tous. Merci déjà à vous quatre pour cette conférence qui n'était pas du tout ennuyeuse. Et ça a été abordé un peu tout à l'heure rapidement la question des autres territoires que la France métropolitaine. Et je voulais avoir l'avis de monsieur Davodo et de monsieur Vénère. Si vous connaissiez Petite histoire de la colonie française de Otto aux éditions du Fibel, qu'est-ce que vous en pensiez à la fois en tant que dessinateur et historien? Et un second point qui était sur Lascaux, si vous avez parlé d'un livre que je ne connaissais pas, mais que je vais lire, je pense, qui était l'histoire mondiale de la France. Et est-ce que Lascaux, c'est pas plutôt la participation de la France dans l'histoire du monde? Alors, juste pour un mot, dire que donc la petite histoire des colonies, c'est donc de Jarry et Autoté chez Flubelub. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, effectivement. Oui, malgré le fait que cette maison d'édition a un nom imprononçable, ils font des livres excellents. Et notamment, ces livres-là sont vachement bien et que je vous les conseille chaudement. Ouais. Je vais répondre à la deuxième question. Dans l'histoire mondiale de la France, parce que ça montre très bien le débat qu'on avait tout à l'heure. L'entrée Chauvet, elle est il y a 36 000 ans, enfin 36 000 ans avant notre ère, mais l'entrée Lascaux, elle est en 1940. C'est-à-dire qu'on parle de Chauvet du point de vue de la préhistoire, et on parle de Lascaux du point de vue de l'histoire de la préhistoire et des usages qui en ont été faits. Et c'est un petit peu ce qu'on raconte dans le livre, alors plutôt dans la partie dossier. Dans le dossier sur la préhistoire, on explique que une fois qu'on a réexpliqué un petit peu toutes les époques de la préhistoire et tout ce dont on a parlé tout à l'heure, qu'on en arrive à Lascaux, la question ne se pose pas tellement de savoir si les peintres de Lascaux étaient français. Par contre, la question se pose de savoir ce que la France peut faire aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que les grottes ornées ne subissent pas le destin de Lascaux en 50 ans. Précisons simplement pour les gens qui n'ont pas lu le livre qu'au-delà des 110 pages de bande dessinée, comme on avait beaucoup de choses à vous raconter, il y a une partie dossier où on rentre plus en détail dans certains points, dans les biographies des personnages principaux et dans tous ces points dont on a parlé aujourd'hui. C'est effectivement aussi très décevant. Hein. C'est aussi cette partie dossier, elle est aussi intéressante parce qu'elle permet pour nous, enfin pour les historiens, de jouer le rôle de la note de bas de page. C'est-à-dire que dans les bulles des personnages, il y a souvent des citations, des références qu'on n'explicite pas et qu'on retrouve ensuite dans le dossier, ce qui fait que je dirais qu'une bonne façon de lire ce livre, c'est de lire la bande dessinée d'abord, puis le dossier, et s'apercevoir qu'on a raté plein de trucs dans la bande dessinée, alors de recommencer la bande dessinée d'abord. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on lit la bande dessinée, ensuite on lit le dossier, on se dit « Ah, tiens !» et on y retourne. Et j'ajouterais même que dans le dossier, avant peut-être de vous redonner la parole, vous jouez vous-même
à renvoyer d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire que vous dites, tiens, je ne sais plus lequel, mais Marie Curie, c'est peut-être ce que Molière aurait dit. Elle a la même dépression que Molière a pu avoir, peut-être, puisque vous nous apprenez qu'il était dépressif, Molière. Voilà, je ne sais si tout cela est avéré, mais et que Marie Curie, il était aussi. Et vous dites, bah, ils avaient fait finalement, ils souffrent à peu près du même mal. Et vous renvoyez comme ça d'un personnage à l'autre. Et j'y vois, peut-être à tort, j'y vois la volonté d'inscrire ce lien encore plus marqué entre les personnages qui font tout si ce n'est ce récit, du moins ce cheminement national. Oui, le dossier, c'est pas quelque chose qui est détaché de la bande dessinée. Au Mais contraire, même les personnages entre eux, que les personnages entre eux, leur vie, leur destin est lié finalement. Oui, ça a été, mais peut-être je peux te laisser parler, c'était des choix narratifs au moment de faire le récit en bande dessinée. C'est-à-dire parmi les choix qu'on a fait, et très vite, ça a été ces 5 personnages, même celui qui est dans son cercueil d'ailleurs, ne sont absolument pas surpris par la France contemporaine dans laquelle ils se trouvent. Ils ne parlent pas, Molière ne parle pas comme on parlait au XVIIe siècle, et Jeanne comme on parlait au XVe. On a fait le choix d'une entrée résolument loufoque de ce point de vue-là, résolument fantaisiste, et puis en évitant aussi les gags lourds du type Les Visiteurs, où ils auraient été obligés de se demander justement comment est-ce qu'on prend de l'essence pour mettre dans un trafic Renault, etc. Tout ça, ça ne nous intéressait pas. Et là, il y a des solutions que la bande dessinée apporte qui sont hyper efficaces. Tu veux que je raconte l'efficacité, c'est ça, hein, ouais. Dès le début du récit, dans les toutes premières pages, on essaie de régler cette question en une case. Jeanne d'Arc monte dans le camion et au moment de démarrer... Avec difficulté. Avec difficulté parce qu'elle a son armure, mais on va rapidement l'en débarrasser. Et assise à l'arrière, Marie Curie lui demande d'attacher sa ceinture, sans quoi va retentir cette alarme exaspérante qu'il y a dans les voitures modernes. Et Jeanne d'Arc dit « je sais ». Et elle s'attache. Sylvain et moi espérons que cette simple case règle une fois pour toutes la question de l'adaptation de nos personnages historiques à la période contemporaine. Ils savent. Ils se démerdent, ils savent prendre la route, ils savent faire le plein à la station Total de Calais, ils n'ont aucun problème avec l'autoroute, avec les leviers de vitesse, avec tout ça. Et non plus les gens contemporains qu'ils croisent ne sont étonnés de croiser un gars en uniforme. Même pas les gendarmes. Empire. Et les gendarmes non plus ne sont pas étonnés. C'est-à-dire que ce n'est pas la question. La question n'est pas, on n'est pas dans Les Visiteurs, comme le dit Sylvain, c'est-à-dire que la question n'est pas le paradoxe temporel. Ces gens-là évoluent dans la France contemporaine de façon absolument libre. Précisons, parce qu'on est quand même dans un festival de bande dessinée, pas Jules, l'auteur de bande dessinée, mais Jules, je suppose, celui qui roule à 160 km/h avec un pote armé à ses côtés du côté de Marseille. Voilà, c'est fait. Ok. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Par rapport à votre collection sur déconstruire le récit de l'histoire de France, est-ce que vous envisagez une déconstruction aussi sur d'autres récits tout aussi conflictuels, tels que le travail, la religion? À ce que je vois, votre BD semble facilement abordable aussi auprès d'élèves assez jeunes dans cette déconstruction du récit. Donc je me demande si la collection se termine, s'il envisageait d'aller peut-être plus loin après. Alors c'est pas vraiment à moi d'en parler, mais oui. Il est fort probable que d'autres livres soient en préparation avec la revue dessinée en histoire sur des objets qui sont pas l'histoire de France. Donc le travail, ce serait une bonne entrée, en effet. Bon, la revue dessinée est là, en la présence de Franck Bourgeron. Un mot quand même pour dire, peut-être pas sur les projets s'il n'y a pas de choses à annoncer, mais justement quand même resituer ça, c'est-à-dire vous avez entamé un travail autour du journalisme avec David Servenet à côté de vous et bien d'autres. Je vois que camarade Ricard est là-bas, qu'il y en a d'autres. En fait, sur la bande dessinée du réel, c'est un champ que vous avez décidé d'investir de manière plus large. On y trouve du plaisir, alors on continue. C'est-à-dire qu'en effet, on a commencé avec les journalistes, on a travaillé un peu avec des chercheurs. L'histoire est arrivée par l'intermédiaire de Hugues Jalon, de La Découverte, et on a trouvé ce projet passionnant, la preuve, je crois, que c'est en effet passionnant.
Et puis en effet, maintenant, à partir des fondamentaux qu'on a mis en place autour de la revue, on va continuer à faire des livres avec Sylvain dans le domaine historique, dans le domaine de l'enquête, avec un certain nombre de livres en préparation, et puis dans le domaine des grandes mutations auxquelles on s'affronte, mutations climatiques, technologiques, etc. Et donc en effet, des livres sont en préparation. Et bien des débats à venir dans cette salle, je le suppose. Une dernière question, tout va bien? Une dernière question. Oui, suite à l'intervention des gens de la revue dessinée, par rapport à ce que vous expliquiez dans la construction de la bande dessinée et du dossier, et j'ai cru comprendre qu'il y avait un numéro à venir, ce serait les temps barbares. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'utiliser, par exemple, alors moi, un travail que je trouve excellent dans la revue dessinée de James sur la sémantique, c'est élastique, et aussi dans l'interview que vous avez fait tout à l'heure sur l'importance des mots qu'il y avait et l'étymologie, la sémantique des mots. Un travail de complémentarité, voilà. Je ne sais pas, c'est juste une question. Je crois que dans tous les volumes de l'histoire dessinée de la France, cette question elle sera centrale, parce qu'en fait, ce qui caractérise l'histoire, c'est d'être faite à partir de sources qui sont pour beaucoup des sources écrites. Et le principal piège, c'est les mots. C'est la façon dont le sens des mots évolue au cours du temps. Et il en est question, par exemple, dans le tome sur les barbares, on commence d'emblée par rentrer dans le dur et à se demander d'où ça sort, cette étymologie de franc. Puisque... Et là, ce sont les spécialistes qui sont à l'œuvre. Oui, alors, il n'y aura pas de rubrique comme la sémantique, c'est élastique dans la revue dessinée, mais il y aura ce type d'interrogation continuellement présentes, comme elles sont continuellement présentes dans le travail des historiens. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Étienne Davodo, d'avoir écouté Sylvain Venère. Je vous conseille, vous l'avez compris, très fortement... Après Thibault Soulcier, je laisse terminer le dernier dessin avant de le remercier, on ne sait jamais. Donc, en l'occurrence, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de la Balade nationale, les origines, premier volume de cette histoire dessinée de la France. Sylvain Venère, Étienne Davodo, coédition, la revue dessinée, La Découverte. Le tome suivant est déjà préparé, il sortira... Le 8 novembre, Jean-Louis Bruno, Nicobi, l'enquête gauloise de Massilia à Jules César. Vous dire encore que nos invités, Sylvain Venère et Étienne Davodo, dédicacent cet après-midi de 15h à 17h sur le stand Delcourt. Donc n'hésitez pas à découvrir cet objet. Vous aurez même, vous, la chance d'avoir un petit dessin d'Étienne Davodo. Non, de Sylvain Venère, ça serait plus drôle, un petit dessin de Sylvain Venère. Sylvain Venère se met au dessin. Il a hier soir bravo. Dessiné Jules Michelet de façon extrêmement troublante. Eh bien, c'est sur ce trouble que nous nous séparons. Merci à tous. Bon après-midi. Cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada. Ne connaissent Dernier dessin de Thibault Soulcier sous vos applaudissements.